Donc, bienvenue à tous. Je suis Justine Lehu, paysagiste conseiller au CAU de la Gironde. Je vous retrouve aujourd'hui pour le module 2 du cycle de l'arbre en milieu urbain, les bonnes pratiques. Nous avons la chance d'avoir deux visions et expériences très complémentaires pour aborder le projet de plantation d'arbres depuis sa conception à sa réalisation opérationnelle. Donc, pour cette deuxième partie, nous allons donner la parole à Jacques Bouteau. Donc, Jacques, vous êtes propriétaire et gestionnaire de l'arboretum de la Petite Floiterie dans le 37 et ancien responsable de la gestion du patrimoine arboré de la ville de Tours. Donc, vous avez une expérience justement que vous allez pouvoir nous partager. Alors, malgré de bonnes intentions de départ, donc les intentions de projet, ça on l'a vu avec Caroline, il existe aussi encore des méconnaissances au sein des services techniques et voilà, ça, on ne peut pas tous avoir des experts de l'arbre dans sa collectivité. Les pratiques justement d'élagage en sont le témoin. Quelles sont, d'après vous, Jacques, les compétences indispensables à avoir au sein de la collectivité pour envisager une gestion des arbres en régie? Si ce n'est pas possible de le faire en régie, comment on peut imaginer des combinaisons dans le mode de gestion et quels sont les avantages de l'un ou de l'autre? Bonjour à tous. Tout d'abord, je pense que c'est bien de définir, enfin de rappeler ce que l'on entend par gestion des arbres et en particulier, enfin, en l'occurrence des arbres urbains. Il y a quatre grands principes qu'on peut mettre en avant. C'est de permettre aux arbres d'offrir tous les bienfaits que l'on attend d'eux. Les bienfaits, ils ont déjà été évoqués par Caroline, de rafraîchissement, de beauté, de bien-être, d'accueil de biodiversité, de fixation de carbone. Enfin, voilà, il nous offre beaucoup de bienfaits et de plaisir. Il y a un deuxième aspect, donc ça, c'est ce que j'ai illustré plutôt avec la photo de gauche. Il y a aussi un autre aspect qui est important et en milieu urbain, c'est la notion de gestion du risque, le risque qui peut être lié à des chutes de branches, alors de branches mortes ou de branches fragiles ou de chutes d'arbres, mais aussi éventuellement de racines émergentes qui peuvent éventuellement faire tomber des personnes. Il y a l'autre volet qui est très important à mon avis, qui est de préserver les arbres existants parce qu'ils sont déjà là, parce qu'ils nous offrent tous leurs avantages et chaque fois que c'est possible, il faut que les aménagements fassent en sorte de les conserver le plus longtemps possible. Ce sont aussi les arbres qui ont le plus d'intérêt en termes de biodiversité souvent. Et le troisième volet, c'est de maîtriser le processus de plantation, c'est-à-dire d'assurer le renouvellement, et au-delà du renouvellement même, c'est d'augmenter ce patrimoine arboré. Alors, pour cette gestion, en fait, il y a un certain nombre de compétences qu'il est important de mettre en œuvre, que ce soit, on va le voir en interne ou à l'extérieur. Et il y a une première de ces compétences, c'est de connaître les arbres. Connaître les arbres, ça veut dire de savoir eh bien, comment pousse un arbre, quelles sont ses exigences au niveau du milieu, quelles sont les erreurs à ne pas faire. Qu'est-ce qui peut l'agresser en termes de taille, de travaux, quel est leur cycle de vie, comment ils se développent. Ça revient sur ce qu'ont pu dire Claire Adjé et Yves Caraglio. Et il y a aussi de bien connaître les fondamentaux de la taille. Alors, la taille qui, malheureusement est souvent perçue comme une nécessité, comme un bien-être pour l'âme. Caroline a dit son désaccord avec ça, qui est aussi le mien. Parfois, la taille est nécessaire, mais quand on connaît bien ces principes, on peut la faire dans les moins mauvaises conditions possibles pour l'arbre. Et enfin, une compétence vraiment très importante pour assurer le renouvellement, c'est eh bien, de savoir ce qu'il faut faire pour planter, c'est quelle dimension de fosse, sachant que ça ne correspond pas au volume de l'arbre adulte, de ses racines, c'est quel substrat, c'est quel revêtement, c'est un certain nombre de précautions. Donc ça, ces compétences, il faut qu'elles soient mises en œuvre à un moment ou à un autre pour la gestion. Ces compétences, elles peuvent être réunies au sein de la collectivité. Si on prend l'exemple de la collectivité, en général, c'est une collectivité moyenne ou importante où l'équipe technique peut avoir eh bien, enfin, les compétences qu'on vient d'évoquer. Et parce qu'il va falloir mettre en œuvre un certain nombre d'actions
sur la base de ces compétences. Et alors, il va falloir faire un inventaire des arbres, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, il faut, enfin, disons que les actions à mener dans le cadre de la gestion, c'est l'inventaire des arbres existants, c'est un suivi sanitaire pour éviter justement des accidents ou éviter la propagation de certaines pathologies. Et ça peut être fait en régie, mais ça peut être fait par des experts. Le travail, enfin, l'expertise est vraiment une spécialité très, très particulière. Il y a aussi la nécessité de programmer les travaux, de ne pas le faire au coup par coup en se disant, tiens, ben, ce matin, je vais aller faire ça et demain, je ferai autre chose. Ça, c'est alors une vision globale qui permet de programmer et de réaliser les tailles et les abattages. On a un exemple, on voit une équipe qui, en l'occurrence, est une équipe municipale en train de faire des interventions de taille et puis de concevoir des projets de plantation et de faire la plantation et l'entretien courant. Donc ça suppose d'avoir des équipes diversifiées et l'ensemble de ces compétences. La plus difficile à avoir et celle qui est quand même assez souvent externalisée, c'est l'expertise. Il y a très peu de collectivités, mais il y en a, et qui le font très bien, mais qui ont en leur sein des gens qui ne font vraiment que de l'expertise à longueur d'année. Et à l'inverse, on a des collectivités qui délèguent la totalité de la gestion du patrimoine arboré pour des choix qui sont des choix politiques, des choix techniques. Et là, tout est confié à des acteurs privés qui sont donc ben, des entreprises d'espaces verts, des entreprises d'élagage, mais aussi des concepteurs, des architectes paysagistes qui vont concevoir les projets et qui vont faire la maîtrise d'œuvre d'un certain nombre de travaux. Si je me permets de revenir un tout petit peu en arrière, l'intérêt de la régie totale, c'est qu'il y a une très bonne connaissance des lieux, du patrimoine, il y a une possibilité d'intervention de façon très fine et globalement, les coûts ne sont pas en défaveur du tout de cette solution-là. Par contre, il faut que toutes les compétences soient réunies. Quand on est en délégation totale, eh bien, il importe quand même, et c'est indispensable, qu'au sein de la collectivité, il y ait quelqu'un qui ait une suffisamment bonne connaissance globale pour encadrer, pour vérifier, enfin, pour passer une commande correcte aux différents acteurs, pour vérifier que les travaux qui sont réalisés sont conformes à cette demande et aux règles de l'art. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne, ça veut dire qu'il y a très peu de personnes, mais des personnes qui sont très bien formées, qui ont une vision d'ensemble. Et puis, ce qui est un cas vraiment très fréquent, c'est une combinaison entre la régie et la délégation, c'est-à-dire qu'il y a certaines actions qui sont menées en interne par la collectivité et d'autres qui sont sous-traitées. Et là, il y a un peu tous les cas de figure et en fait, c'est vraiment à chaque collectivité, en fonction de sa dimension, de son patrimoine, de son histoire, de choisir ce qui semble le mieux fonctionner pour elle. Du coup, Jacques, pour permettre justement aux services techniques d'avoir cette vision globale, vous le disiez, il ne faut pas faire au coup par coup et programmer vraiment les interventions. Comment ça s'organise ensuite dans la gestion? Quelles sont les étapes pour arriver à cette vision globale? Alors, pour pouvoir gérer un patrimoine urbain, mais on pourrait le dire de façon générale, mais en l'occurrence, là, on est sur un patrimoine arboré urbain, il faut connaître ce patrimoine. Sinon, si on n'a pas une vision complète du patrimoine dont on dispose, dont on a la charge, on ne peut pas mettre en place une gestion cohérente. Donc, la première des étapes, c'est de réaliser un inventaire. Quand l'inventaire n'existe pas, c'est très lourd et très difficile de le réaliser globalement, de le faire en un seul coup, ou alors c'est très coûteux, ça peut être confié là aussi à des cabinets extérieurs. Mais souvent, l'idéal, c'est de prioriser. On priorise cet inventaire et en fonction des situations, des contraintes. Pour moi, il faut vraiment commencer par des arbres, soit qui présentent, enfin qui sont soumis à des contraintes régulières. Là, on voit ces féviers d'Amérique qui ne sont pas très très loin de façade. Eh bien, on sait qu'il faut intervenir en taille de façon périodique. Mais c'est aussi inventorier en priorité des arbres dont on sait que potentiellement ils présentent des fragilités liées à des interventions malencontreuses plus anciennes ou à des problèmes sanitaires. Donc là, c'est pour limiter les risques. Et donc, dans certains cas, il y a des arbres qui ont des interventions récurrentes, soit de taille, soit pour gérer les risques, soit donc ce que j'expliquais là par rapport à des contraintes. Donc d'abord de faire ceci, et ensuite les autres.
Parce qu'autrement, si on part dans tous les sens, on risque de ne pas inventorier ceux qui sont les plus urgents. Alors, souvent, il est suffisant de le faire non pas à l'unité, mais par station homogène. Ce qu'on entend comme terme de station, ça vient un peu des forestiers, c'est une situation d'arbres qui sont dans les mêmes configurations, qui subissent les mêmes contraintes. Ça peut être un alignement, ça peut être un ensemble d'alignements, ça peut être un parc, et on considère que la population d'arbres de ce parc est homogène. Et assez souvent, c'est suffisant, et ça peut être une première étape d'ailleurs. Et dans certains cas, cet inventaire de l'existant qui va décrire les arbres, qui va dire quelle est leur dimension, quelle est l'essence, quels sont leurs besoins, eh bien, ça peut se faire à l'unité. Donc, pour chaque arbre, on décrit réellement quels sont ces... Voilà, on le décrit et on met en face ce qu'il va falloir réaliser dessus. Et en fait, on se rend compte que assez souvent, on fait une combinaison des deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir une première réflexion à l'échelle de la station, du groupe homogène, et on identifie les individus qui ont des particularités et qui, eux, vont subir, avec des guillemets, un traitement un petit peu spécifique. Donc ça, c'est vraiment la première des étapes qui est importante. Alors cet inventaire, il peut se faire de façon très différente. Il y a des outils informatiques dédiés, ça peut être un tableau Excel, enfin, ou ça peut être un cahier. Moi, j'ai vu des petites communes avoir l'inventaire précis des arbres voilà, sur du papier et que ça marche très bien. Et quand on a cet inventaire, on peut faire un plan de gestion, on peut faire une programmation des interventions sur les arbres. Et là, on va encore distinguer ceux qui nécessitent d'avoir des interventions récurrentes pour des questions de contraintes latérales, de contraintes dessous, des questions de sécurité, de solidité. Et là, on va pouvoir leur prévoir des interventions qui sont programmées. Voilà, avec un pas de temps qui est spécifique à chaque cas particulier. Et là on a sur le petit extrait de tableau qui est présenté, un exemple un peu simplifié, mais qui est tout à fait suffisant la plupart du temps. Donc, il y a une localisation enfin, une identification de cet ensemble d'arbres, le type de taille qui est abordé, le lieu, un niveau de surveillance, c'est-à-dire est-ce qu'il faut avoir un regard très particulier sur ces arbres parce qu'il y a une fragilité, ou est-ce que finalement ce sont des arbres un peu classiques qui vont bien et sur lesquels on peut avoir une surveillance plus allégée, les essences, le nombre d'arbres et la périodicité d'entretien. Et puis, on a là un calendrier qui est déroulé. Ce que l'on a en vert, c'est le nombre d'heures que l'on a passé sur ces arbres-là. Et ce qui est en rouge, alors vous voyez, là, on est en retard dans la programmation, mon tableau est un peu ancien, c'est le nombre d'heures qu'on envisage. Et vous voyez, là, il y a une particularité sur un des arbres. Il a un traitement qui est un petit peu différent et on le rappelle. Vous voyez, c'est tout simple et ça permet à la fois de ne pas oublier, de garder la mémoire. Et alors ça, c'est pour ceux qui ont des interventions récurrentes. Pour les autres, en fait, eh bien, on ne peut pas programmer puisque les besoins peuvent être très variables. Certains arbres ne sont jamais taillés, d'autres ne seront taillés que si on a à un moment un coup de vent, une tempête qui a cassé des branches, ou pour d'autres, c'est au moment où certaines grosses branches mortes enfin, vont apparaître, les branches vont mourir. Et là, ça vient se rajouter. En fait, on programme uniquement les visites de contrôle et en fonction de ce que l'on a vu, on va dire, eh bien, enfin, se dire, là, il n'y a rien à faire ou il faudra faire quelque chose. Et donc, on a un fond d'arbres pour lesquels on a les interventions récurrentes qui sont programmées, et on a un certain nombre d'autres besoins qui viennent de la surveillance, mais qui viennent parfois de... Il y a des travaux qui sont faits à un endroit dans la ville, et en fait, eh bien, il faut adapter un peu la configuration des arbres, il faut enlever des extrémités de branches qui peuvent être gênantes, ou alors il y a une tempête et il y a des arbres qui ont été cassés et il va falloir les enlever. Donc, forcément, il faut garder de la place dans une programmation de gestion de patrimoine arboré pour des choses qui, par définition, ne sont pas programmables. Alors, on avait parlé dans le module 1 avec nos deux spécialistes, effectivement, que la taille, elle devait se faire dans les règles de l'art et en connaissance de l'arbre. Vous, au sein du service technique, donc un service expérimenté, quelles ont été les conditions qui, justement, menaient à avoir une intervention de taille sur les arbres? C'est un travail. Alors, enfin, il se trouve que moi, dans le service que j'ai dirigé, pour gérer le patrimoine arboré, en fait,
vraiment urbain, c'était 11 personnes et il y avait 2 personnes de dédiées. Donc, c'est d'une certaine façon, ça peut paraître un luxe pour les collectivités qui n'ont pas ça, mais on se rendait compte que finalement, c'était pas tout à fait suffisant par rapport enfin, au regard du patrimoine arboré à gérer. Mais ça veut dire que avant, même s'il y a une programmation, avant de lancer l'équipe sur le chantier, eh bien, ça veut dire qu'on va vérifier, on va voir si réellement ce qu'on avait programmé est dans le bon pas de temps. Parfois, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut différer encore d'une année ou deux une intervention qu'on imaginait. On pourrait le dire, là, alors ça, c'est pas une photo à Tours, ça, c'est à Bordeaux de mémoire. Voilà, on sait qu'il va falloir tenir les arbres à distance de la ligne aérienne de contact du tram. Eh bien, en fonction de la croissance, on a fait une programmation. Et si les arbres ont moins poussé, eh bien, on peut repousser d'une année éventuellement. À chaque fois, avant d'intervenir, il faut évaluer le besoin. Si on regarde sur la photo à gauche, on a un chêne qui est en phase de dépérissement parce que ben, c'est un chêne qui, il y a très longtemps, était dans un espace qui était un espace plus de parc ou de boisement et il souffre énormément des conditions. Il est très clair, là, on est à l'entrée d'un lycée, qu'il va falloir intervenir pour des questions de sécurité. Assez régulièrement dans ce diagnostic, on peut avoir des arbres sur lesquels on considère qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir. Il y en a d'autres, il y a besoin de faire quelque chose. Est-ce que c'est urgent? Et parfois, comme il n'y a pas eu un suivi suffisant ou il y a eu une modification du contexte, l'intervention doit se faire très rapidement. Et ensuite, il y a un nombre d'aspects à prendre en compte. Et il y en a un auquel on attache heureusement de plus en plus d'importance, à la fois pour la faune concernée et pour la réglementation. On peut avoir sur des arbres des animaux qui relèvent comment dire, de mesures de protection, qui sont des animaux protégés. Il y a un certain nombre d'insectes, il y a des oiseaux, il y a des mammifères, hein, des chauves-souris, les écureuils. Il y a des oiseaux qui sont des oiseaux nidicoles. Enfin, et, voilà. Et il peut arriver, je pense aux chauves-souris, que on a vu qu'il y avait besoin de faire une taille et ça peut être une intervention aussi d'abattage d'ailleurs. Et on va essayer de trouver la fenêtre d'intervention qui sera la moins pénalisante possible pour l'espèce qui a été identifiée sur les arbres en question. Donc pour les chauves-souris, ça peut être vers le mois de septembre, ça peut varier selon les espèces, mais à un moment où les jeunes sont déjà partis et où les adultes ne sont pas en phase d'hivernage. Donc ça peut interférer et c'est important de le prendre en compte, d'autant que le code de l'environnement est très clair là-dessus. On ne peut pas ni détruire un représentant d'une espèce protégée, ni détruire un habitat sans mesure compensatoire. Quand on a ça en tête, avant de lancer l'intervention, et c'est d'autant plus important si elle ne se fait pas en régie, mais qu'elle est faite par une entreprise, par un prestataire, c'est de très bien la définir. Parce que s'il y a une ambiguïté dans la commande, eh bien, l'intervention peut être en contradiction avec les attentes. À la limite, si l'intervention en fait moins que nécessaire, c'est embêtant parce qu'il faut recommencer, mais on voit assez régulièrement des interventions qui vont bien au-delà de ce qui était attendu, avec des tailles qui sont beaucoup plus sévères ou qui sont faites de façon inutile. Donc ça, c'est vraiment la première démarche. Et ensuite, eh bien, voilà, quelles sont les interventions que l'on peut être amené à réaliser? Eh bien, pour les arbres qui ont été plantés, qui viennent d'être plantés, et dans les années qui suivent, en fait, la question se pose de les former. C'est ce qui est illustré ici, c'est le même arbre qui est vu avec 11 ou 12 ans d'écart, donc il est au même endroit. Et pour passer de ce jeune arbre qui a peut-être 2, 3 ans de plantation à celui-ci, eh bien, il y a eu une série de tailles qui ont été mises en œuvre pour enlever les branches basses au fur et à mesure que l'arbre grandissait par le haut, pour tailler, pour réduire la longueur des branches le long des façades et les enlever progressivement, sachant que, alors pour illustrer un petit peu le propos qu'on avait tout à l'heure, l'objectif par rapport à ces arbres, c'est de ne pas avoir de branches ou des branches très courtes, très fines du côté du bâti et d'avoir une jolie voûte au-dessus de la chaussée pour avoir les bienfaits d'ombrage, de rafraîchissement. Et alors, l'autre objectif de la taille de formation, c'est d'éviter des ruptures de ce type-là. Là, on a un très vieux chêne vert qui a été cassé au moment d'une tempête.
à l'emplacement d'une fourche, des fourches qu'on appelle des fourches à inclusion d'écorce, à écorce incluse, où quand on a deux axes, deux troncs qui sont parallèles, deux branches maîtresses qui sont très proches l'une de l'autre, eh bien, comment dire, la liaison ne se fait pas normalement et ça génère des points de faiblesse qui ne cassent pas toujours, mais qui peuvent casser assez fréquemment. Donc, la taille de formation limite les risques de ce côté-là. Et après, dans ces interventions, il y a l'entretien des arbres qui sont des arbres installés, des arbres adultes, et l'entretien se fait toujours en fonction de la forme dans laquelle ils ont été installés. On a à gauche ici un platane qui est dans un parc, qui est en forme semi-libre. Alors, on l'appelle semi-libre parce qu'il n'a plus de basse branche. S'il serait libre, s'il avait des branches jusqu'en bas. Là, la taille, elle va être vraiment extrêmement limitée. Ça va être enlever des grosses branches mortes qui pourraient présenter un danger parce qu'il y a du public dessous, ou des branches qui ont été cassées par une tempête. Sinon, il y a absolument aucune raison d'enlever des branches vivantes et des branches qui pourraient, enfin, voilà, il y a pas de débordement. Par contre, ici, on est confronté à des contraintes. Il y a des bâtiments qui sont à proximité et il y a des tailles qui sont effectuées pour tenir ces branches à distance. Donc, en les taillant à l'aisselle d'une ramification, hein, des tailles sur relais, ou en enlevant certaines. Donc là, c'est ce qu'on appelle des formes contenues. Et ensuite, on a des arbres qui sont dans des formes architecturées. Alors, j'y reviendrai un peu après. Quand, ici, c'est dans un cimetière, on a des tilleuls qui sont taillés en tête de chat depuis très très longtemps. Ça relève à la fois de la tradition, d'une cohérence paysagère. Et là, de toute façon, ces arbres sont trop anciens pour qu'on puisse imaginer de changer. Donc, on continue, ils continuent à être taillés tous les ans en tête de chat, puisque c'est leur conduite précise. Cette photo-là montre quelque chose d'autre. Elle montre la nécessité de maintenir les branches à une distance suffisante du bâtiment pour le confort des gens qui vivent ou qui travaillent dans ces bâtiments. Mais si on regarde bien, ces arbres sont taillés d'un côté, mais pas de l'autre. Enfin, le premier que l'on voit, en fait, il peut vraiment étaler son houppier largement sur la rue. Et celui qu'on aperçoit qui est derrière, lui, pareil, il est contenu du côté des façades, mais il est libre au-dessus de la chaussée. Là, on parle de forme mixte. Et je trouve que, enfin, pour reprendre la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est une façon, dans les rues, alors là, c'est pas une rue étroite, mais c'est une façon d'avoir des arbres qui peuvent offrir les bienfaits de l'ombre, du rafraîchissement et les autres bienfaits, avec finalement assez peu, quand c'est fait correctement et depuis le début, de contraintes de maîtrise d'un côté. Et le fait de ne pas les déranger ni en hauteur ni du côté chaussée, eh bien, ça limite les interventions nécessaires du côté façade. Donc là, on parle de forme mixte, hein, donc en l'occurrence, elle est contenue semi-libre. Et puis, il y a l'autre aspect qui est, dans certains cas, de faire des conversions. C'est-à-dire, on a des formes qui sont des formes architecturées, qui ont été choisies comme ça pour des raisons soit historiques, soit paysagères, soit par habitude. Enfin bon, il peut y avoir de nombreuses raisons. Et à un moment, ça peut être mis en cause dans la mesure où on considère que les bienfaits offerts par ces arbres ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient être que il y a un coût environnemental au-delà du coût financier notable, important pour maîtriser ces arbres. Là, de ce que l'on a à gauche, c'est un double alignement de tilleuls qui sont taillés en rideau depuis une petite vingtaine d'années. Mais qui offrent très peu d'ombre. Et ces arbres, en fait, coûtent plus d'énergie fossile pour leur entretien qu'ils ne sont capables de fixer le carbone. Et donc la photo que l'on a ici, celle-ci, ce sont les mêmes arbres 4 ans après. En fait, ces arbres ont été, alors, non pas abandonnés, mais ils sont en phase de conversion pour passer d'une forme architecturée tondue, de type rideau, à des formes semi-libres et contenues côté façade et semi-libres. L'idée, c'est d'avoir beaucoup plus d'ombrage, plus d'ampleur, plus de rafraîchissement, plus de biodiversité aussi. Et alors là, enfin, donc ça, c'est un projet qui a été mené à Tours et qui, moi, me paraît vraiment très intéressant parce que on est passé du concept de nombre d'arbres au concept de développement de la canopée. Parce que une des conditions sine qua non pour pouvoir faire cette conversion était d'enlever un arbre sur deux. La densité de plantation des arbres était liée à cette conduite en rideau.
Et là, il y a eu, ça a été des discussions, mais il y a eu un accord de tous les acteurs, y compris de la municipalité, bien évidemment, qui était à l'origine de la commande. Donc un accord d'enlever un arbre sur deux pour qu'il puisse se développer dans de bonnes conditions. Et il y a eu évidemment des discussions avec les riverains pour leur expliquer que leur environnement allait changer, qu'ils auraient des inconvénients, perdre la vue sur la Loire, qu'il y aurait des inconvénients de moins de lumière dans certains appartements, mais qu'en même temps, ils auraient d'autres bénéfices qui, pour eux, et des bénéfices beaucoup plus importants aussi à l'échelle de la collectivité. Donc ça, c'est ce travail de conversion. Alors bien évidemment, il ne peut être fait, enfin, cette conversion ne peut se faire que si l'on a eu un diagnostic très précis de l'état des arbres, d'un point de vue physiologique, est-ce qu'ils poussent bien, et aussi d'un point de vue mécanique, est-ce que leur structure, leur charpente, l'ensemble est en mesure de supporter un développement beaucoup plus important. Et là, on est vraiment sur un travail d'expertise fin qui doit être confié à des gens dont c'est la spécialité. Ensuite, par rapport aux nouvelles plantations, et notamment au renouvellement, la ville de Tours, c'est vrai qu'elle avait mis il y a quelques années un programme ambitieux, hein, comme pas mal de grandes villes, de végétalisation, de nouvelles plantations. Comment abordiez-vous au sein de la collectivité les étapes du projet de plantation? On parlait au tout début d'externaliser parfois en maîtrise d'œuvre, etc. Comment vous avez fait dans la collectivité de Tours et quels ont été les acteurs à associer au fil des étapes? Alors, de façon générale, mais alors c'est la ville de Tours, mais c'est ce qui se passe dans énormément de collectivités, pas forcément toujours, mais quand même très souvent. En fait, le début, normalement, se fait toujours au sein de la collectivité, c'est voilà, de décider d'un projet. Alors, pour ce qui est de plantation, en fait, il peut y avoir deux origines. Il peut y avoir une commande politique, une commande qui est de dire, voilà, on veut réaménager ce secteur, on veut créer un nouveau quartier, et on veut planter à cet endroit-là. Donc là, c'est une commande politique qui est analysée et qui est ensuite est mise en œuvre par les services techniques. Mais ça peut être dans l'autre sens, ça peut être les gestionnaires du patrimoine arboré qui alertent les élus sur la nécessité de faire un renouvellement, par exemple, d'un alignement qui est en phase de dépérissement ou qui a des problèmes. En tout cas, en l'état, continuer de cette façon-là, qui va devoir être renouvelé partiellement ou en totalité. Et donc là, il y a une remontée vers les élus pour l'expliquer. Et ensuite, il y a la définition d'un projet. Donc, quelle que soit l'origine, en fait, il faut avoir une idée très claire. Là, je pense que Caroline ne dit pas autre chose, d'un projet, de qu'est-ce que l'on veut faire, pourquoi on veut planter, et que les plantations ne soient pas déconnectées d'un projet beaucoup plus large, un projet d'urbanisme, éventuellement de réaménagement de quartier. Enfin, Caroline l'a évoqué. Enfin, il faut profiter soit profiter d'un réaménagement qui ne concerne pas les arbres pour en rajouter ou pour améliorer leurs conditions, le cas échéant, ou attendre, parfois on attend pour renouveler des plantations enfin, qu'il n'y ait pas que les arbres qui soient renouvelés, mais on en profite pour refaire la configuration éventuellement de la rue ou de la place et changer les roseaux et trouver de meilleures conditions. Enfin, l'arbre est un des éléments qui n'est pas dissocié du reste dans le milieu urbain. Et alors, évidemment, ce projet, il suppose de mettre en face un budget pour le réaliser. Ça, en général, bon, c'est fait, il est plus ou moins bien évalué, mais surtout, il ne faut pas oublier d'avoir un budget de fonctionnement pour entretenir les arbres une fois qu'ils vont être plantés pendant les premières années, pour faire les tailles de formation qui seront souvent nécessaires si on n'est pas dans un parc, et puis pour les entretenir de façon pérenne. Trop souvent, les projets sont faits, il y a le budget pour créer, mais on n'a pas derrière le budget pour faire fonctionner. Et ce qui se fait de plus en plus, fort heureusement, c'est une concertation avec la population, avec les habitants, avec les usagers du site en question. Alors ça peut être de la simple consultation, ce qui est déjà pas mal. Ça peut être une concertation en amont, avant même la définition précise des objectifs. Enfin, tous les cas de figure sont présents, mais ça me paraît très important, ça, cet aspect-là, d'être en cohérence avec aussi les besoins des habitants. Et donc ensuite, donc on déroule progressivement et il doit y avoir des échanges avec les services municipaux, les autres services, les services de la voirie, qui s'occupent bon,
de la chaussée, mais aussi des réseaux, mais aussi du service de la circulation qui gère toutes les problématiques de déplacement, de signalétique et des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, hein, les services du commerce qui sont en lien avec les habitants. Et puis, évidemment, aussi avec des acteurs externes et assez souvent dans les villes. Enfin, on se rend, il y a le PLU, bien évidemment, qui définit un certain nombre d'éléments, mais ça peut être aussi l'architecte des bâtiments de France. Quand on est à proximité, dans un périmètre autour d'un espace classé ou inscrit, ou dans des quartiers qui sont protégés. Et là, il doit y avoir une discussion qui se met en place pour voir ce qui est possible. Et tout ça, ça peut influer sur le projet. Et donc, quand on peut arriver à la définition précise du projet, quand tout cela a été pris en compte, avec, mais là, ça se précise avec un plan du projet lui-même. Et puis, ben, on fait une planification des travaux. Donc, à quel moment ça va se faire, de quelle façon, en prenant en compte mais toutes les contraintes. Hein. Dans un endroit comme celui-ci, eh bien, ça va impacter la circulation, ça va impacter les habitants, il faut le prendre en compte. Et c'est réalisé, je vais revenir un petit peu après dessus, mais ça n'est pas fini, le projet ne sera terminé, on peut considérer que quand non seulement il aura été planté, mais qu'on aura fait les entretiens qui permettent aux végétaux de reprendre correctement et de se développer dans de bonnes conditions. Donc, un projet s'étale dans le temps. Et toute cette chaîne-là que j'évoque un peu vite, hein, mais c'est pour donner les grandes lignes, eh bien, ça peut se faire, dans certains cas, ça se fait vraiment, on reste très en amont au niveau de la commande politique et des services techniques et administratifs. Et ensuite, ce projet est donné à un maître d'œuvre extérieur qui va tout dérouler, tout encadrer. Et soit ça peut être fait en totalité, en régie. Là, pour la plantation, c'est comme pour la gestion des arbres de façon générale. Alors, enfin, si on prend l'exemple de renouvellement, d'alignement, souvent, tout à l'heure, on a évoqué les distances de plantation. Souvent, on a des distances de plantation qui sont relativement faibles pour différentes raisons, et il est très difficile de faire du renouvellement dans ces cas-là. La photo de droite montre, on a 6-7 mètres à tout casser entre deux arbres. Il se trouve qu'ici, un arbre a été abattu il y a longtemps. Il a été remplacé par un jeune platane. Ce sont des aliments de platane. Et ce pauvre platane, il est bien, il a pris une forme en parasol et il sera totalement incapable de trouver sa place puisque ses deux voisins ont refermé leur roupier. Et donc, quand on est amené dans des alignements qui sont denses comme ça, le renouvellement ne peut pas se faire pied à pied, il ne peut se faire que par section. Et donc, ça veut dire que c'est assez violent. On passe d'arbres qui sont développés, alors, et en fait, on est obligé de faire une coupe sur une longueur plus ou moins importante de la totalité pour faire ce renouvellement. Alors, quand l'alignement est très dégradé, ça peut fonctionner, mais c'est toujours dommage d'enlever des arbres qui sont sains, qui sont en bon état et qui jouent leur rôle. La photo de gauche montre un alignement avec des écartements qui sont bien supérieurs. Là, on est à une dizaine de mètres, voire un peu plus. Et on voit des arbres qui sont plus ou moins jeunes, qui ont été mis en remplacement d'arbres qui ont dû être abattus pour des questions de sécurité en particulier. Mais l'écartement entre les arbres est suffisant pour que les jeunes que l'on installe puissent se développer et trouver leur place. Là, donc ça prêche vraiment pour ne pas avoir des surdensités quand on fait des plantations. Quand on circule dans cette avenue, qui est une avenue qui est très longue, eh bien, on n'est pas du tout gêné par le fait d'avoir des arbres plus jeunes par rapport aux plus anciens. On a une image continue d'arbres qui sont plutôt des grands arbres. Et donc, on a un confort d'ombrage qui est meilleur quand les arbres sont grands, mais voilà, ça ne dure pas très longtemps s'il y a des jeunes arbres pour retrouver des arbres plus grands. Il y a une espèce de dynamique extrêmement forte et on peut imaginer que alors, ce sont des platanes, on craint le chancre coloré, mais s'il n'y a pas un accident de cet ordre-là, un alignement comme celui-ci peut être encore en place dans un siècle avec encore à ce moment-là des arbres jeunes et des arbres anciens. L'autre façon d'aborder les choses dans le cadre du renouvellement, c'est le mélange d'essences. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier.
Si on a un problème d'adaptation aux aléas climatiques, eh bien, si une essence est fragile, on ne perdra pas tous les individus de l'alignement, on perdra les individus de cette essence. Ça permet c'est vrai par des problèmes sanitaires, ça permet de choisir des arbres avec des volumes de houppiers qui correspondent à la place qui est disponible. Ça permet aussi d'augmenter la diversité. Ça, c'est une photo. Alors, souvent, pour ce sujet-là, moi, je prends des photos qui sont prises à New York parce que c'est quelque chose qu'ils font depuis très longtemps. On peut facilement le vérifier en allant sur l'open data de la ville de New York. Et là, on a un ginkgo, on peut avoir 5, 6, 8 essences sur un même alignement. Et alors, d'un point de vue paysager, c'est intéressant parce qu'on a des floraisons à des moments différents, on a des couleurs d'automne à des moments différents. Il peut y avoir des persistants, il y a enfin, quelques persistants, il y a des caducs, il y a des grands, des petits, et même éventuellement des arbustes qui accompagnent les pieds d'arbres. Et en termes de biodiversité, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant puisqu'on diversifie l'offre d'habitat, de nourriture. Alors c'est très contraire à l'habitude que l'on a en France en particulier, mais pas uniquement. On commence à avoir des expériences qui sont intéressantes et qui vont pouvoir faire des démonstrations, et je pense être convaincantes. Merci beaucoup, Jacques, pour ce retour d'expérience très complet et très intéressant. Merci à tous les deux pour vos interventions. Je vous retrouve le 21 mai pour le module 3 sur la préservation et la valorisation du patrimoine arboré. Nous aurons le plaisir d'avoir Augustin Bonardo du CIE de Seine-et-Marne pour nous parler de la protection de l'arbre urbain. On aura aussi un exemple très concret d'une commune, Canet-des-Maures, qui a placé son patrimoine arboré au cœur de ses préoccupations et qui a mis en œuvre depuis plusieurs années des actions inspirantes. Bonne journée à tous.